Bonjour à tous, alors normalement cette semaine j'avais prévu de vous sortir la vidéo sur le débrief de l'Ironman Texas, mais je suis certain que comme moi, si vous avez un petit peu suivi l'actualité du triathlon, vous n'avez pas pu manquer le scandale du début de semaine où le vainqueur de l'Ironman Mont-Tremblant et du PTO US Open l'année dernière a été contrôlé positif à l'érythropoïétine, j'arrive jamais à le dire, c'est-à-dire le PO. Donc du coup, comme je n'en ai jamais parlé sur cette chaîne, j'ai voulu vous faire cette petite vidéo pour vous partager mon avis sur la question. Bon alors l'idée n'est clairement pas de pointer du doigt le mec qui s'est fait prendre la main dans le sac et de continuer à taper dans un bonhomme qui est déjà à terre. Je pense que les conséquences que ses choix ont eu sur sa carrière et vont avoir sur son avenir sont largement suffisantes pour lui donner de quoi réfléchir à ce qu'il a fait pendant un bon moment. L'idée est plutôt ici de se poser la question de la conséquence du dopage en général et ce que cela veut dire pour le sport, pour les professionnels, mais aussi pour nous autres athlètes amateurs. Donc déjà, il faut savoir ce que l'on définit par étant du dopage. J'ai fait une petite recherche et suis tombé sur la définition que retient l'Agence mondiale antidopage, donc l'AMA, qui va prendre en considération l'existence de 2 des 3 critères suivants dans sa décision d'inclure ou non une substance ou une méthode dans la liste des interdictions. Alors je vais vous la lire parce que je ne l'ai clairement pas apprise par cœur. Donc une substance ou une méthode sera susceptible d'être incluse dans la liste des interdictions si l'AMA à sa discrétion détermine que la substance ou la méthode remplit 2 des 3 critères suivants. La preuve médicale ou scientifique, l'effet pharmacologique ou l'expérience démontrant que la substance ou la méthode, seule ou combinée à d'autres substances ou méthodes, a le potentiel d'améliorer ou améliore effectivement la performance sportive. Deuxième critère, la preuve médicale ou scientifique, l'effet pharmacologique ou l'expérience démontrant que l'usage de la substance ou de la méthode a un risque avéré ou potentiel pour la santé du sportif. Et le troisième critère, c'est la détermination par l'AMA que l'usage de la substance ou de la méthode est contraire à l'esprit sportif tel que décrit dans l'introduction du code. Et le code, donc, c'est celui que je suis en train de vous lire. Alors on peut continuer, il y a pas mal d'autres informations, mais bon, je vous mets le lien en description si jamais ça vous intéresse d'approfondir un petit peu plus sur la question. Les 2 premiers critères sont assez faciles à comprendre, soit ça permet d'améliorer ou non la performance sportive, soit ça représente ou non un risque pour la santé de l'athlète. Sur le troisième critère, on voit qu'il est déjà beaucoup plus abstrait et subjectif. Souvent, on considère que les programmes antidopage reposent sur la valeur intrinsèque du sport, qui est celle de l'esprit sportif, qui pour l'Agence mondiale antidopage est tout simplement la poursuite éthique de l'excellence humaine par le perfectionnement des talents naturels de chaque sportif. Dans le Code mondial antidopage, on retrouve d'ailleurs différents éléments qui permettent de comprendre un petit peu mieux ce qu'est l'esprit sportif. Et là, on nous dit notamment, alors c'est pareil, je vais pas tout vous lire, je vous mets les informations à l'écran, mais que l'esprit sportif, en gros, valorise la pensée, le corps et l'esprit, il est l'essence de l'olympisme et se traduit par des valeurs qui se dégagent du sport et de sa pratique. Et là, vous avez toute la liste des éléments que le code donc reprend comme définissant un petit peu l'esprit sportif. Bon, donc sur cette base-là, on a une meilleure compréhension de ce que représente le dopage pour l'Agence mondiale antidopage, ce qui est au final le référentiel avec lequel les athlètes professionnels comme amateurs doivent manœuvrer pour s'assurer de ne pas agir d'une manière qui pourrait être considérée comme du dopage. Et juste une précision, le dopage c'est bien plus que s'injecter un truc dans le corps, on a aussi du dopage technologique et tout un tas de pratiques qui sur la base des critères de l'AMA pourraient le cas échéant tomber dans la définition de dopage, mais ce n'est pas vraiment le sujet de la vidéo et du coup je ne vais pas vous en parler davantage. Et d'ailleurs, le but de la vidéo n'est pas non plus de dire si le dopage est bien ou mal, je voulais élever un petit peu plus le débat quand même, mais comme vous allez forcément me demander mon avis, je vais juste vous dire qu'à titre personnel, je pense que la personne qui sciemment prend la décision d'adopter un comportement qualifié de dopant devrait d'une part être frappée d'une interdiction de participer à des compétitions sportives pour des durées bien plus longues et dissuasives, mais également elle devrait faire face de manière systématique en fonction de sa qualité de professionnel ou amateur à des conséquences d'ordre civil et pénal. Alors en 2 mots, pourquoi d'ordre civil? Tout simplement pour réparer le dommage subi par les autres athlètes qui ont éventuellement perdu l'opportunité d'obtenir de meilleurs classements dans les courses où le dopé a participé, voire des sommes d'argent associées à un meilleur classement ou à une victoire, ou encore même la possibilité d'obtenir de nouveaux sponsors ou de se qualifier si on parle d'Ironman par exemple pour les championnats du monde. Il y avait d'ailleurs le mec qui était arrivé 5e à Mont-Tremblant qui disait sur Insta qu'il avait raté sa qualif pour Kona à une place près alors que cette course a été gagnée par celui dont on a parlé cette semaine. Et des conséquences d'ordre pénal également parce que tout simplement à la base le droit pénal a vocation à sanctionner au nom de la société des comportements déviants et l'idée ici n'est pas de faire un cours de droit mais souvent la responsabilité pénale suppose la recherche d'une intention et selon
selon moi, le choix d'adopter un comportement tombant sous la définition du dopage ne peut être qu'intentionnel. Rares sont ceux, à mon avis, qui ont été dopés à leur insu. Le code du sport prévoit certaines sanctions en ce sens, mais qui, vu la portée des conséquences, ne sont pas réellement dissuasifs selon moi. Mais bon, une fois de plus, c'est simplement mon avis. En revanche, là où je voulais mettre un accent particulier, c'est sur l'image que le comportement dopant renvoie. Je peux difficilement me mettre à la place d'un professionnel, n'en étant pas un moi-même, et au final ne dépendant pas de mes performances sportives pour vivre, mais j'imagine l'aversion que bon nombre de pros ont pu avoir, et d'ailleurs ils l'ont communiqué sur les réseaux sociaux, une fois la nouvelle tombée pour ce type de pratique. Le dopage vient fausser les résultats, le travail et l'excellence n'est plus la base de la performance, et forcément il y a une rupture d'égalité dès le départ. C'est naturellement inacceptable pour des gens qui en font leur métier et donc dont le quotidien dépend de leur performance. Au-delà du côté matériel lié à la performance même et à ses conséquences, se pose aussi naturellement le problème moral. Comment peut-on être satisfait de ce que l'on a fait en tant qu'athlète si l'on sait que l'on a triché pour y arriver? Ça doit tout de même être assez difficile à vivre. On veut tous optimiser notre performance, mais on n'est pas tous disposés à faire n'importe quoi pour ça. Je pense que c'est quelque chose qui doit tout de même rester dans les règles. Alors ces règles peuvent varier et parfois ce qui est interdit à un moment peut être autorisé par la suite ou inversement. Mais observer ces règles au moment où elles sont en vigueur assure l'intégrité de la performance et l'égalité entre les compétiteurs. Au niveau amateur, notre quotidien ne dépend naturellement pas de notre performance, même si on est souvent, si ce n'est inspiré, au moins motivé par les performances de malades que certains athlètes arrivent à sortir. Mais si ces mecs-là sont dopés, ça va tout de suite faire beaucoup moins rêver. On voit aussi là où l'entraînement pourrait nous emmener lorsqu'on regarde les athlètes professionnels, mais encore une fois, s'il y a du dopage, le référentiel sera faussé. Alors après, il faut pas se voiler la face, on parle d'un mec en ce moment parce qu'il s'est fait prendre la main dans le sac, mais je pense que ça serait illusoire de croire qu'il n'y en a pas d'autres qui ont cédé à cette facilité. Et je pense que c'est encore plus vrai dans le monde amateur, où les contrôles sont beaucoup moins fréquents. Alors je sais pas si parmi vous, certains se sont déjà fait contrôler, mais honnêtement, moi, ça ne m'est jamais arrivé. Pour autant, l'un des points positifs à retirer de cette histoire est de voir que les contrôles fonctionnent tout de même et que même une personne qui est dans le top 15 du classement PTO à l'heure actuelle n'est pas à l'abri s'il franchit la ligne rouge. Une fois le constat fait, la question qui se pose naturellement est de savoir comment aller plus loin pour tenter d'éradiquer ce problème et avoir un sport propre. Il faut davantage de contrôle certainement en termes d'athlètes concernés et de fréquence, mais ça a un coût très important. Il faudra aussi probablement des sanctions plus dissuasives, mais ce n'est généralement pas l'approche adoptée et on préfère éduquer, sanctionner relativement légèrement au final et donner une seconde chance. Ce qui peut fonctionner dans certains cas, mais on aura toujours un doute en s'alignant aux côtés d'une personne sanctionnée pour dopage sur le fait de savoir si elle se dope encore ou si elle bénéficie encore des effets d'un dopage passé. Il faut aussi garder à l'esprit que la personne qui se dope bénéficie naturellement d'un support extérieur, ne serait-ce que pour la fourniture du produit ou du matériel. Ça serait assez rare qu'il le fasse seul et qui n'est en réalité bien souvent que la face émergée de l'iceberg. Donc sûrement renforcer le caractère systématique des contrôles et leur fréquence et éventuellement trouver un système où ceux qui se sont fait prendre ont un intérêt à travailler avec les instances antidopage pour ne pas s'arrêter au niveau de l'athlète uniquement, mais aussi remonter à ceux qui ont fourni de l'aide, été au courant ou autre. Et pour finir en revanche, le point que je trouvais intolérable dans les explications qui ont été données par le triathlète qui s'est fait prendre est le fait d'utiliser la pression du résultat pour justifier son comportement. Honnêtement, je pense que tous les pros ont la pression du résultat. Je ne pense pas me tromper en disant qu'il n'y en a aucun qui prend le départ en disant qu'il s'en bat totalement du résultat de la course. C'est finalement son quotidien et celui de sa famille qui en dépend. C'est son gagne-pain. Ils gagnent leur vie comme ça. C'est leur métier, tout simplement. En revanche, il y a ceux, et je pense très honnêtement que c'est tout de même la grande majorité, qui ont une éthique, qui ont une conscience, qui croient au travail comme pilier de la réussite, qui comprennent que le fait d'échouer permet d'apprendre et que l'on ne peut pas tous gagner ni gagner au même moment, que c'est la vie et qu'il faut se relever, serrer les dents et se remettre au turbin pour faire mieux la prochaine fois. Et puis bon, tout le monde n'est pas non plus fait pour ça. Il faut pas se mentir, certains pros, en France comme ailleurs, ont un niveau de bons ou de très bons amateurs, mais sont à des années-lumière d'atteindre le haut du tableau. Il faut l'accepter, il n'y a pas de honte à ça, en tirer les conséquences et rebondir. Mais tricher n'est certainement pas la réponse. Tout comme dans le monde amateur, on peut tout faire pour tenter de devenir meilleur par rapport à ce que l'on était hier, et au final, c'est bien ça la finalité première pour nous autres non professionnels, pour qui le sport doit rester un loisir avant tout. Vivre ces moments pleinement, en retirer des enseignements, partager, trouver un équilibre et grandir grâce au sport. Bon, c'est un gros sujet, donc je vais m'arrêter là. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, car ça m'intéresse et je pense que c'est un sujet qui est assez vaste où forcément il n'y aura pas de consensus. Merci d'avoir regardé et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.